exemple, d'une autorité, un administrateur du territoire, par exemple, qui vient à 10 heures déposer un communiqué officiel pour que ça soit diffusé à la radio, qui à 12 heures dans son bureau suit les informations à la radio, qui relaye une chaîne internationale dont le contenu de l'information ne le plaît pas, rentre à 14 heures pour fermer la radio et dire qu'elle n'est pas en ordre. Était-elle en ordre quand il est passé à 10 heures pour déposer le communiqué officiel? Ceci prouve à suffisance le manque de l'expression par les radios communautaires, des fois avec beaucoup de peine pour que ça ne soit pas arrêté. Ceci, comment allons évoluer avec la démocratie si une frange des médias n'est pas autorisée à s'exprimer librement, ayant peur d'être fermée puisque l'autorité n'est pas contente. D'où le sens du plaidoyer que mène cette plateforme pour des changements de fonds, de textes qui organisent la presse en RDC. Ce jour du 13 février, pour la FRPC, coïncide bien heureusement avec la clôture de la campagne de la mobilisation et sensibilisation de l'opinion publique en faveur d'un nouveau statut juridique et fiscal des radios associatives et communautaires. En effet, depuis le 13 février dernier, cette campagne sous ces messages éloquents, tous pour un nouveau statut juridique et fiscal pour les radios associatives et communautaires, menée avec âme et dévouement, avec l'appui et l'accompagnement technique de l'Internews, de l'USAID, l'ambassade de coopération suédoise, tout ça nous permet d'évoluer. Et de donner jusqu'ici des résultats on ne peut plus que satisfaisants. Comme cela sera expliqué tout à l'heure, vous avez suivi le programme par le pasteur Lumisa qui va nous parler de cet aspect de la campagne. Une bataille a été remportée, certes, mais la guerre demeure. À cet effet, les efforts à venir s'inscrivent dans la longue durée et visent notamment la promulgation d'une loi de la presse qui prenne en compte les véritables statuts des radios associatives et communautaires, tenant compte de leurs réalités. Messieurs les représentants d'Internews, messieurs les représentants de l'ambassade de Suède, ce jour dédié à la radio est une occasion indiquée pour la FRPC de remercier tous nos partenaires dont les efforts inlassables, appréciés, à remercier les efforts inlassables appréciés à juste titre sont pour la plupart des cas à la base de cette réussite. Occasion également de remercier de toutes circonstances de solliciter de souhaiter la bienvenue à vous tous. À l'occasion, nous disons, ce n'est pas une première, ça ne sera non plus la dernière occasion, mais nous voulons vous associer, vous impliquer dans ce combat, puisque cette lutte n'est pas seulement pour la radio, mais les médias
d'une façon générale en RDC. Il nous faut une loi, une nouvelle loi qui sera adoptée et promulguée pour la bonne marche de la presse en RDC à cet ère nouveau. Je dis et je vous remercie. Merci, M. Adel Mboma. Après ces mots de la FRPC, nous passons la parole au représentant d'Internews, M. Godefroy Bouiti, qui est le chargé du programme du projet SIDA. Pour le mot. Merci. Mesdames, si ça ne dérange pas, vous pouvez ôter le masque. Oui, d'accord, merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, chers bailleurs et partenaires des médias, Internews est heureuse de célébrer avec vous aujourd'hui cette journée du 13 février 2021, dédiée à la radio dans le monde entier sous les thèmes Nouveau Monde, Nouvelle Radio, avec un accent particulier sur 3 sous-thèmes: évolution, innovation, connexion. La radio est un outil puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité et constitue une plateforme pour les discours démocratiques. Malgré toutes les évolutions observées durant les 2 dernières décennies dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la radio demeure encore, dans le monde, le média le plus consommé, surtout dans les coins les plus reculés de nos pays africains et particulièrement en République démocratique du Congo. Cette capacité unique à toucher le public le plus large signifie que la radio peut façonner l'expérience de la société dans la diversité, être l'arène où toutes les voix peuvent s'exprimer, être représentées et entendues. Les stations de radio devraient desservir des communautés diverses, leur offrir une grande variété de programmes, de points de vue et de contenus. Elles devraient être capables, dans leurs organisations et leurs opérations, capables de refléter la diversité de leur public. C'est ainsi qu'Internews en RDC, en tant qu'ONG internationale sans but lucratif, appuie les radios communautaires afin de garantir l'accès à des informations fiables et de qualité qui permettent aux communautés congolaises d'avoir une voix et de vivre une vie saine, sûre et gratifiante. Présente dans le pays depuis 2011, Internews travaille avec divers partenaires locaux pour améliorer le sens des affaires des radios communautaires, renforcer leurs normes professionnelles du journalisme et soutenir les processus de réforme de la réglementation du cadre légal des médias et l'accès à l'information publique. Dans le cadre du programme Media Sector Development Activity, financé par l'USAID à travers FHI, la coopération suédoise et la coopération suisse, Internews appuie 77 radios communautaires disséminées à travers le pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, chers bailleurs, chers partenaires, au regard du rôle que jouent les radios dans nos sociétés, Internews profite donc de cette journée mondiale de la radio pour lancer un appel de solidarité à tous, et particulièrement aux professionnels des médias, pour qu'ils soutiennent le plan d'action de plaidoyer élaboré par la FRPC sur la nécessité de modifier, ou plutôt d'élaborer un nouveau statut juridique et fiscal des radios communautaires et associatives. Dans le contexte juridique actuel des médias congolais, ces radios à but non lucratif sont en effet assimilées aux radios commerciales privées et subissent d'énormes pressions fiscales. Elles doivent payer entre 15 à 20 formes différentes de taxes, ce qui les asphyxie et les empêche de jouer pleinement leur rôle de service d'intérêt public que nous leur reconnaissons tous. C'est ainsi qu'Internews a soutenu la campagne de plaidoyer Tous
pour un nouveau statut juridique et fiscal des radios communautaires et associatives lancé par la FRPC depuis le 13 novembre 2020 et qui se clôture en ce jour. Et Internews rend à ces précieux médias, je veux dire à la radio, ses lettres de noblesse pour qu'elle continue à jouer son rôle social de bien nous informer, bien nous former et bien nous divertir. Je vous remercie. Oui, après ce mot d'Internews, nous allons devoir passer au mot de l'USAID par sa directrice adjointe. Merci. Je suis heureuse d'être avec vous ce jour pour célébrer la 10e journée mondiale de la radio sur le thème Nouveau Monde, Nouvelle Radio. Tout au long de ma carrière avec l'Agence américaine pour le développement international, donc USAID, j'ai vu comment la radio est un outil innovant pour le développement et la transformation des communautés. Il y a 10 ans, lorsque j'ai servi pour la 2e fois ici, en RDC, j'ai vu comment la radio diffusait des messages pour aider les communautés à gérer des déchets municipaux et aussi à prévenir l'exploitation sexuelle dans les universités. J'ai également vu la radio communautaire rassembler des étudiants du Rwanda, du Burundi et de la RDC pour atténuer des conflits et promouvoir la compréhension mutuelle. Et ici, au cours de l'année dernière, l'USAID a soutenu des stations de radio communautaire dans le cadre du partenariat privilégié pour la paix et la prospérité, pour les informations sanitaires aux gens sur le COVID-19 à 2 700 000 personnes. Nous avons également diffusé des messages pour aider à prévenir la violence sexuelle pendant la campagne 16 jours d'activisme et aussi diffusé Lecture pour la vie de l'Excellent 1, un programme d'apprentissage à distance innovant qui continue d'éduquer virtuellement plus de 224 000 étudiants pendant la pandémie. La radio est un toit vierge. Notre créativité, notre ingéniosité et notre innovation lui donnent vie de manière transformatrice grâce à des contenus de qualité. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio, le gouvernement des États-Unis soutient fermement l'accès à l'information publique et la liberté de presse à travers le projet de développement du secteur des médias. L'USAID se joint à vous pour célébrer le pouvoir que la radio de faire de notre monde en constante évolution et en particulier de la RDC un endroit meilleur. Que vive la radio! Lecture pour la vie de l'Excellent 1, un programme d'apprentissage à distance innovant qui continue d'éduquer virtuellement plus de 224 000 étudiants pendant la pandémie. La radio est un toit vierge. Notre créativité, notre ingéniosité et notre innovation lui donnent vie de manière transformatrice grâce à des contenus de qualité. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio, le gouvernement des États-Unis soutient fermement l'accès à l'information publique et la liberté de presse à travers le projet de développement du secteur des médias. L'USAID se joint à vous pour célébrer le pouvoir que la radio de faire de notre monde en constante évolution et en particulier de la RDC un endroit meilleur. Que vive la radio! Oui, merci pour ce mot de l'USAID. Après ce mot, nous allons passer au mot du chargé de coopération de la Suède, qui sera fait par le chargé de programme Bonne gouvernance et démocratie, M. Jean Bonheur. Son mot va nous permettre donc de passer directement à la deuxième partie de l'activité de ce jour. M. Jean Bonheur, pour votre mot. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Bonjour, mesdames et messieurs de la presse.
et chers collègues dans les différents domaines de médias, et également à l'Internews qui a facilité ou accompagné FPRC pour l'organisation de la clôture de cette campagne. Au nom de l'ambassade de la Suède, particulièrement au nom des chefs de coopération de l'Agence internationale pour le développement SIDA, à qui je travaille et je représente aujourd'hui, je vous transmets nos chaleureuses salutations pour cette journée. L'ambassade a toujours été honorée dans ce genre de journées ou ateliers de réflexion afin d'approfondir notre rôle en tant que coopération internationale pour avancer l'agenda de développement en RDC. Depuis, nous existons en RDC depuis l'âge de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. La coopération suédoise met beaucoup d'accent sur l'amélioration des conditions des radios ou de l'espace médiatique congolais. Depuis plus de 11 ans, depuis que je suis revenu à mon pays pour travailler, j'ai circulé tous les 26 provinces de la République démocratique du Congo. J'ai rencontré des radios, j'ai rencontré des animateurs des radios, j'ai rencontré des journalistes dans de plus profonds territoires de la République. Et cela justifie pourquoi notre coopération continue toujours à marteler sur la formation, le renforcement des capacités et l'amélioration des statuts juridiques des radios communautaires. Au début de nos discussions avec Internews pour soutenir ou subventionner le projet qui est en cours avec RPC, nous leur avons responsabilisé pas seulement celui de faire le plaidoyer dans le sens d'améliorer le cadre légal des radios communautaires, parce que la majorité des radios que nous avons visitées, surtout des radios qui se trouvent dans les territoires en conflit, comme a dit le président des FPRC, vous arrivez et c'est au même moment on vient fermer les radios. Pourquoi? Parce qu'il y a l'insolvabilité des droits et devoirs des radios. En tant que bailleur, quand nous nous posons des questions, combien il doit payer, il y a toujours un montant énorme qui nous communique. Et directement, nous nous posons des questions par rapport à la réalité où ces radios exercent ce métier. Où nous trouvons des radios qui émettent, l'émetteur est installé sous l'arbre qui se trouve au milieu du village afin de travailler, où il y a même des radios qui n'ont même pas de studios, mais ils émettent dans des petites chambres bicoques. Mais le souci, c'est d'informer la population. Et pour que cette information soit professionnelle, pour que cette information puisse contribuer au développement et au bien-être communautaire, ça nous préoccupe dans le sens de travailler main dans la main avec Internews et ses partenaires afin d'avoir comment ensemble avec vous ici dans la salle, nous pouvons atténuer ou réduire l'excès des taxes au niveau des radios communautaires. L'ambassade elle est disponible pour accompagner les efforts locaux par rapport à cette réalité. Et dans nos discussions politiques avec l'État congolais, nous nous rassurons et que la loi sur l'accès à l'information, la réforme sur la loi sur les médias, ainsi que le renforcement des capacités des médias congolaises soient prises en compte d'une manière
holistique. Pourquoi? Parce qu'une population qui n'est pas bien informée, elle aura du mal à jouer son rôle, surtout dans l'amélioration de la démocratie ou de l'exercice des droits de l'homme dans un pays. La Suède, là où je travaille, a plus des années, plus de 100 et quelques années, où ils ont déjà voté des lois sur l'accès à l'information, où toute l'information elle est publique, elle est disponible aux citoyens, afin de s'informer et d'être regardant vis-à-vis des gouvernants. Cette expérience a permis aujourd'hui que la Suède, malgré la vague ou première vague, deuxième vague, troisième vague du Covid-19, vous constatez que la Suède demeure toujours un des pays ou royaumes à qui le taux de Covid ou le chute économique n'a pas vraiment touché le bien-être de la population, parce que cette population, elle est informée au quotidien et à tout moment. C'est le souhait également pour nous qui travaillons au niveau de la Suède, surtout avec notre nouvelle stratégie de coopération qui débute cette année et qui va aller jusqu'en 2025, c'est celui de se rassurer en partenariat avec vous que nous puissions pousser ou presser cette demande qui est légale et légitime à celui de doter en République démocratique du Congo les statuts des radios communautaires, statut juridique qui rencontre la réalité des terrains et qui rencontre les soucis de la population. Pendant nos missions de terrain, nous avons collecté ce qu'on appelle les success stories, où certaines populations qui suivent des différents radios, qui travaillent en partenariat avec Internews et les partenaires d'Internews, qui suivent les différents programmes et magazines que vous diffusez pendant qu'ils exercent leur profession. Souvent, ce sont des éleveurs et des agriculteurs. Ça démontre à combien les radios jouent son rôle, même au-delà de ce que nous pouvons penser. Je peux donner un témoignage d'une dame où un radio a circulé l'information que leur territoire était occupé par un groupe X de milices au moment où ces femmes étaient encore au niveau du champ. C'est à travers les radios qu'ils ont su qu'ils étaient déjà entourés par des hommes non conventionnels et ils devraient maintenant quitter le milieu du champ le vite possible pour sauver leur vie. Et ce sont des petits témoignages pareils qui nous rassurent que notre contribution vis-à-vis de vos radios, vis-à-vis de vos organisations, nous encourage à continuer à être à votre côté et travailler la main dans la main. Pour citer, j'aimerais, surtout à FPRC, et ses membres et les radios, vous encourager afin d'innover. Comme vous savez, au Congo, plus de 80% de nos territoires n'ont pas l'accès à l'énergie électrique et les radios fonctionnent plus avec des batteries. Mais l'expérience de Kananga récemment au mois de novembre nous a encouragés. C'est celui de voir comment la population, avec la nouvelle technologie, utilise maintenant les Android à la place des postes récepteurs de radio pour maintenir leurs informations. Leur témoignage était qu'avec les radios, les piles qu'ils achètent, ça fait 1 heure du temps et puis ça s'épuise. Mais avec un Android, ils ont capacité de 4 heures à 6 heures du temps à écouter les radios. Ce qui veut dire qu'ils se sont donné encore plus de travail au niveau des radios, laquelle leur programme s'agisse au niveau de vie communautaire, c'est-à-dire ils émettent plus après que les communautés viennent du champ ou ils rentrent leur travail. Mais aujourd'hui, certaines radios commencent à émettre plus des heures prévues
parce qu'ils sont au courant que la population sont en train de suivre au-delà des radios avec des piles. Donc la nouvelle technologie doit nous inspirer aussi à travers les radios, qui n'est plus aujourd'hui une poste récepteur comme qui était avant, mais aujourd'hui avec l'Android, les radios peuvent jouer son rôle au-delà de ses limites. Nous remercions au nom de la Suède, l'Internews et FPRC, et nous vous encourageons de continuer à innover d'autres campagnes afin que nous puissions avoir un statut juridique propre aux radios communautaires. L'ambassade, elle est ouverte. L'ambassadeur, elle est disponible pour vous accompagner, surtout au niveau politique, que ce soit national ou international, afin que nous puissions avancer cet agenda ensemble. Je dis et je vous remercie. Merci à la Suède pour ces mots qui invitent la FRPC à pouvoir innover, non seulement à pousser le plaidoyer, mais aussi à voir comment s'adapter par rapport à l'évolution technologique. Pour nous permettre de changer des tribunes, nous allons prendre une pause de 10 minutes. Une pause de 10 minutes, ce qui va nous permettre de prendre notre pause café. Et juste après, nous allons devoir passer à la deuxième partie. Donc on va juste se tourner vers le fond de la salle pour prendre rapidement notre pause café. Et à 11h30, on revient pour la partie exposée, qui est la partie la plus importante, comme l'a souligné la Suède, pour qu'on puisse voir comment enrichir.
ces rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu.
Le panéliste pour la deuxième partie peuvent déjà gagner la tribune. Pasteur Lumissa, Maître Kabongo, Maître Mouchizi, vous pouvez déjà gagner la tribune. Dans exactement 3 minutes, nous allons devoir commencer la deuxième partie, reprendre avec la deuxième partie. Les échanges vont tourner autour de l'évolution, de l'innovation et de la connexion. La deuxième partie va nous prendre presque 1 heure. Donc nous irons de 11h35 à 12h30 avec 2 parties. Partie exposée, partie échange et contribution. Nous allons faire un effort de répartir le temps de manière égalitaire entre les 2 parties. Et voilà. Donc ceux qui nous suivent sur la page Informer et être informés en RDC sur Facebook vont devoir suivre et avancer et envoyer leur contribution sur au niveau du chat, à partir du chat. Donc ils vont envoyer leur message ou question. Donc vous pouvez partager cette page à vos proches, à vos amis. Ou si la technique peut nous aider à couper l'interlude musical. Merci. Alors, nous allons passer à la partie exposée. Comme nous avons vu, la campagne c'est Tous pour un nouveau statut juridique et fiscal adapté aux radios associatives et communautaires. Trop de taxes nous asphyxient. Depuis la promulgation du cahier des charges de médias, il y a de cela près de 8 ans ou 9 ans, est-ce qu'il y a des innovations? Qu'est-ce qui a changé? Ou bien c'est le statu quo? C'est sur ces points que va devoir s'étendre Maître Godefroy Kabongo Nzengu, qui est avocat de profession et il évolue dans le droit de la presse, c'est-à-dire qu'il assiste, défend et accompagne les journalistes qui sont en conflit avec la loi. Il est donc partenaire aussi de la Fédération des radios de proximité du Congo. Maître Kabongo va nous entretenir sur ce thème. La problématique du cahier des charges des radios associatives et communautaires. Maître Kabongo, vous avez 8 minutes. Merci. Mesdames et messieurs, en vos différents titres et qualités respectifs, je vous salue et souhaite à chacun de vous une bonne fête à l'occasion de la 10e journée mondiale de la radio. Et je m'empresse de remercier spécialement
la Fédération des radios de proximité du Congo, FRPC en sigle, qui m'a demandé d'échanger avec vous à l'occasion de cette 10e journée mondiale de la radio sur la problématique du cahier des charges des radios associatives et communautaires. Il s'agira donc pour moi de soulever quelques questions relatives tant sur le plan de la forme que celui du fond du cahier des charges unique, opposable jusqu'à ce jour à plus de 450 radios associatives et communautaires, sans tenir compte d'une part de leur caractère spécifique vis-à-vis des autres catégories de médias, d'une part, et d'autre part, de leur réalité économique et conjoncturelle sur terrain. Autrement dit, je vais tenter d'analyser certains textes légaux et réglementaires et tenter ainsi de cerner la notion du cahier des charges qui, au terme de la loi, oblige les médias à conformer leurs grilles et programmes au cahier des charges avant de l'appliquer au caractère spécifique des radios associatives et communautaires, tout en relevant dans la pratique certaines dérives ou des déviations conjoncturelles constatées sur terrain par rapport à la grille et programme des radios associatives et communautaires. En effet, si la loi numéro 96 002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse en République du Zaïre, aujourd'hui RDC, se limite aux médias publics et privés, sans faire expressément mention des médias associatifs communautaires et confessionnels. En revanche, la loi organique numéro 11/001 du 10 janvier 2011 portant composition, attribution et fonctionnement du CESAC fait mention au point 3 de son article 9 des 3 catégories de médias, à savoir des médias publics, des médias privés commerciaux et des médias associatifs et communautaires. Donc, au regard de ces 2 lois, on peut déduire que les radios associatives et communautaires peuvent entrer dans la catégorie des médias privés sous l'empire de la loi numéro 96/002 du 22 juin 1996, même si elle ne les mentionne pas expressément. Il demeure cependant clair que les dites radios ne sont pas commerciales, suivant la catégorisation de la loi organique relative au CESAC. Mais dans la réalité, et vous avez suivi les délégués, le représentant de l'Internews, au lieu que les radios associatives et communautaires soient considérées comme des médias privés, mais ne faisant pas les commerces, en réalité, on les traite comme des radios privées commerciales. Alors que si elles sont considérées comme des médias privés ne faisant pas les commerces, elles devraient être assimilées aux associations sans but lucratif. C'est-à-dire,
se limitant à accompagner les développements à partir de la base sans rechercher un quelconque lucre. Mais au lieu de les assimiler aux associations sans but lucratif, elles sont assimilées aux médias privés commerciaux. Suivant les différentes modifications jusqu'en 2019 de l'arrêté ministériel numéro 04/MIP/018/96 du 26 novembre 1996, parce que cet arrêté qui a été modifié plusieurs fois, l'arrêté qui porte notamment fixation des frais administratifs pour l'établissement des récépissés des déclarations préalables de publication, l'exploitation des radios, l'exploitation des stations de radio. Et cet arrêté, avec ses différentes modifications, constitue aujourd'hui une des annexes de la loi numéro 96/002 du 22 juin 1996 et qui définit un cahier des charges unique pour les stations de radio et ou de télévision privées, entendu comme un condensé de prescriptions et obligations s'appliquant aux entreprises publiques et ou privées de la rediffusion et des télévisions opérant dans notre pays. Donc, avec un cahier des charges unique, sans tenir compte des spécificités de plus de 450 radios associatives et communautaires, il y a un problème aujourd'hui. Et au point J de l'article 57 de la loi de 1996, il est fait obligation aux médias de conformer leur grille et programme au dit cahier des charges unique, qui comporte 7 grands points. Quand vous prenez, vous parcourez ce cahier des charges unique, qui comporte 7 grands points, parmi lesquels les charges relatives à la publicité notamment. Et au point 11 de l'article 9 de la loi organique relative au CESAC, celui-ci doit s'assurer du respect, dans le CESAC, doit s'assurer du respect du cahier de charges par les opérateurs audiovisuels. Donc la question est là, est-ce que ne devons-nous pas tenir compte des spécificités des radios associatives et communautaires selon que des grilles et programmes notamment devraient répondre aux réalités sur terrain et dans un pays presque comme un continent comme le nôtre, pouvons-nous tout réduire dans un seul condensé? À mon avis, il ne me semble pas que cela soit juste, et notamment s'agissant les textes que nous avons cités, les textes légaux et réglementaires que nous avons cités, même s'ils ne définissent pas clairement les radios confessionnelles et associatives, mais on continue sur base des 10 textes à opposer aux radios associatives aux radios associatives et confessionnelles et communautaires plutôt, les cahiers des charges uniques, ignorant pourtant dans ces 7 points essentiels la spécificité des dites radios, en exigeant notamment que leurs grilles et programmes ne doivent pas comporter les charges relatives à la publicité notamment. Oui, jusqu'à ce jour, il y a une grande lacune par rapport à la loi sur la publicité, mais cette lacune ne constitue pas, à mon avis, un prétexte assez soutenable ou en toute justice pour continuer à exclure définitivement les radios associatives et communautaires de la table du partage de la manne publicitaire, alors que comme vecteur d'accompagnement du développement à partir de la base, les radios associatives et communautaires ont presque naturellement le droit de contribuer par une publicité, et c'est ça qu'il faut retenir, par une publicité dite sociétale, visant notamment
la participation à certaines campagnes de sensibilisation ou de vulgarisation subventionnées soit par l'État ou des organismes privés. Et c'est à ce sujet, comme simple exemple, que les radios associatives et communautaires devraient être mises à profit pour notamment la campagne contre la lutte contre la Covid-19. C'est vous qui êtes sur le terrain, vous me direz sur les 450 combien ont été associés à cette campagne pour ainsi participer à cette publicité sociétale. En attendant, nous assistons à la précarité presque endémique des radios associatives et communautaires, mais qui sont traités comme des médias privés commerciaux au lieu d'être assimilés aux associations sans but lucratif. Mais ces radios restent néanmoins à la merci de certains détenteurs de puissance financière. Et c'est là qu'on constate certaines dérives et déviations des radios qui, en principe, doivent rester associatives et communautaires, mais parce qu'ils ne doivent pas, ils sont à la merci de certains détenteurs de la puissance financière, ceux-ci soumettent les dits médias aux caprices de leurs propres intérêts, vous-même vous en savez, et ainsi les déroutent de leur mission première, des vecteurs pour accompagner les développements à la base. Et encore une fois, en attendant la loi sur la publicité, c'est l'État qui doit encourager, au terme de la loi organique, l'implantation des médias dans les milieux ruraux ou périurbains conformément à la loi relative au CESAC, qui doit adopter une politique de subvention et accepter d'exonérer les radios associatives et communautaires assimilables, encore une fois, aux ASBL, mais qui, pour la plupart, les recettes sont de plus en plus limitées. Oui, et nous espérons, oui, avec ces assises de l'hôtel Béatrice, nous espérons que nos radios connaîtront un avenir bien heureux comme le nom de Béatrice. J'ai dit, je vous remercie. Merci, Maître Kabongo. Dans un exposé clair, concis et précis, il a bien brossé la situation. La question des cahiers des charges uniques des médias, qui est un problème par rapport à la réalité économique, la réalité juridique des médias, de ces médias. Parce que quand on analyse l'arrêté, comme l'a soulevé, ces médias sont renvoyés sous le régime de la loi sur les ASBL. Mais ils ne bénéficient pas des facilités qu'octroie cette loi, notamment pour les associations sans but lucratif. Et les radios associatives et communautaires n'ont pas une reconnaissance légale comme telle. C'est-à-dire que la loi spécifique sur la liberté de la presse ne définit pas un régime spécifique par rapport à ces médias. Et c'est plutôt la loi du 10 janvier 2011 qui vient se construire, qui vient reprendre les médias associatifs et communautaires. Alors, il a relevé la question de la publicité. Lorsqu'on prend le cahier des charges, la seule publicité qui est autorisée aux médias associatifs et communautaires, c'est la publicité liée à leur objet social. Ils sont exclus de la publicité commerciale. Et pourtant, il y a la publicité sociétale, notamment face à la désinfodémie. La publicité sociale peut contribuer à ce que la population soit informée réellement sur la pandémie du Covid. Donc il a relevé cette question de la publicité qui constitue un problème aujourd'hui. Pas seulement la publicité commerciale, mais nous avons la publicité sociétale qui vise à contribuer à un changement de comportement au sein de la communauté. Et pour chuter, il a parlé de la question de l'aide directe
et l'aide indirecte à la presse, aux médias, qui en principe sont des partenaires et l'État devait les accompagner. Comme nous le savons, l'aide indirecte, les facilités en matière des intrants de presse, en matière de certaines exonérations, jusqu'à présent, cela n'est pas encore effectif. Donc voilà un peu de manière résumée les grands axes de l'intervention de Maître Godefroid Kabongo. Et nous passons la parole à Maître, Charles Mouchizi, qui va devoir faire le point sur l'état de la réforme, du processus de la réforme de la loi numéro 96-002 du 22 juin 1976 portant modalité de l'exercice de la liberté de la presse. Voilà, impératif de reconnaître la spécificité des médias de proximité sur le plan administratif et fiscal. Maître Charles, vous avez 10 minutes. Merci. Mais juste avant de commencer mon intervention, je voudrais apporter un bémol. C'est exactement au moment qu'on veut parler qu'il faut porter le masque pour éviter à ce que les postillons qui viennent de la bouche ne puissent être porteurs du microbe qu'on est en train d'éviter d'attraper. C'est lorsqu'il faut parler qu'il faut couvrir la bouche. Exactement. Alors, je vais faire un effort de parler plus haut tout en me muselant. Comment? Non, ça marche, tu n'es pas malade. Alors, c'est dans le cadre de la journée mondiale de la radio qui sanctionne la clôture de la campagne de sensibilisation et de mobilisation de l'opinion en faveur de soutien du plan de plaidoyer de la FRPC pour un nouveau statut juridique et fiscal des médias de proximité que les organisateurs, notamment la FRPC, ont voulu axer à la réflexion de ce jour sur un thème très original. Nouveau monde, nouvelle radio. Et le sujet qu'il m'a été demandé de développer, de partager avec vous, s'inscrit dans ce cadre. C'est l'état du processus de la réforme actuelle de la loi sur les médias, mais plus spécifiquement en insistant sur les aspects liés au caractère administratif, aux éléments d'ordre administratif et aux éléments d'ordre fiscal. Alors, l'idée ici est de dégager, à travers les différents échanges qu'il y a eu entre les différents experts qui ont travaillé sur des propositions de réforme, ce qui a avancé et pourquoi pas ce qui constitue ce que pourrait être considéré comme des reculs. Mais avant de parler de la spécificité des médias associatifs et communautaires, je voudrais dire juste un mot sur l'état du processus de réforme de la loi de 1996. Très récemment, en juillet 2014, les organisations de la société civile et les structures professionnelles des médias se sont impliquées pour essayer de réfléchir sur des propositions qui doivent être imprimées sur la loi qui régit les médias en République démocratique du Congo. Et ces organisations, à travers leurs experts, ont produit un texte qui a été déposé par un député national à l'Assemblée nationale de la législature passée. Mais malheureusement, jusqu'à ce jour, ce texte demeure dans les arriérés de l'Assemblée nationale. Et donc, la relecture qui a été faite antérieurement, avant cette législature en cours, était en train de proposer d'autres innovations qui devaient être imprimées sur la même loi, notamment en termes de prise en compte de la spécificité des médias de proximité. L'esprit et la lettre du texte qui a été finalement proposé pour porter à ces réformes dans le cadre, dans le corps de la loi, tourne autour de la nécessité de professionnaliser les médias et de pourvoir à leur viabilité économique et institutionnelle. L'impératif d'améliorer les interventions du régulateur des médias dans une vue de renforcer plutôt les aspects techniques de régulation, mais aussi les aspects éthiques et déontologiques. La nécessité de lutter contre toutes les interventions politiques, notamment à travers le ministère, dans le fonctionnement des médias,
et de valoriser la régulation, notamment pour ce qui est des procédures administratives et des sanctions. L'obligation de reconnaître plutôt officiellement les structures professionnelles comme l'UNPC et de valoriser son rôle en tant qu'acteur majeur chargé d'imposer le respect de la déontologie et d'améliorer aussi l'organisation interne de la profession. La suppression des peines privatives de liberté pour les infractions de presse commises par des professionnels dans le cadre de leur profession, au profit des peines alternatives, pécuniaires notamment. La consécration plutôt du principe de l'aide publique aux médias, qui a été encore relevé ici par mon prédécesseur. La prise en compte du contexte de décentralisation, tout particulièrement dans une vision d'une régulation effective et de proximité dans les provinces. La consécration du droit aux facilités en importation d'intrants devant bénéficier au travail direct des médias en conformité de la déclaration de Florence. Comme on peut bien le remarquer, toutes ces réformes proposées à l'autorité publique sont applicables à tous les médias sans distinction. Une des propositions, cependant, qui a été formulée par les experts, et il faut le rappeler, et qui est très très essentielle à nos échanges, est la nécessité d'actualiser la catégorisation de médias par l'intégration dans le corps de la loi des médias associatifs, communautaires, confessionnels, ainsi que les médias en ligne, qui ont chacun des spécificités liées à la manière avec laquelle elle fournit l'information. Cette courageuse proposition, très innovante d'ailleurs, a malheureusement omis de faire allusion aux aspects administratifs et fiscaux propres aux médias de proximité, ce qui nous appelle à refaire une lecture de la proposition qui a été faite depuis 2015 et à imprimer ces spécificités-là, non pas en les laissant à la portée des arrêtés ministériels qui ont une force juridique certaine, c'est vrai, mais qui peuvent être échangés à tout moment. Et donc, l'avantage de mettre ces aspects dans un texte de loi est tel qu'ils sont cristallisés pour beaucoup longtemps, parce que la modification d'une loi ne se fait pas du jour au lendemain, alors qu'un arrêté peut à tout moment être pris par un ministre. Et donc, il faut déplorer l'ensemble des textes qui sont appliqués malheureusement à ce jour demeurent très contraignants et à la limite liberticides. Et comme on le verra dans les arrêtés qui ont été pris ultérieurement après le cahier de charges dont a parlé mon estimé confrère tout de suite, la contrainte s'est beaucoup plus redoublée sur les médias de proximité, au point que ceux qui fonctionnent particulièrement dans les milieux périurbains et ruraux sont quasiment asphyxiés. Alors, mais quel est l'état de la fiscalité appliquée aux médias de manière générale en RDC? Dans notre pays, le cadre normatif qui régit les droits, taxes et redevances et qui paye les médias, que payent les médias recèle une forte pression et une disproportion par rapport à la nature, au caractère même des médias associatifs et communautaires. Si on se rappelle que l'essentiel des revenus des médias en général est produit à travers la publicité commerciale, point n'est plus besoin de relever les difficultés financières qui caractérisent le fonctionnement de ces médias, des médias de proximité, qui sont privés de toute possibilité d'offrir une publicité commerciale payante sur base d'un tarif. Et donc la précarité du fonctionnement de ces médias est grande dans les milieux où ils sont en plus contraints à fournir des efforts supplémentaires pour leur fonctionnement, notamment du fait de l'absence du courant électrique. Alors, sur le plan strictement juridique, l'arrêté dont a fait allusion mon estimé confrère tout de suite, du 26 novembre 1996, portant fixation des frais administratifs pour l'établissement des récépissés de déclaration préalable de publication, d'exploitation des stations de radio et ou de télévision, création d'agences de presse, ainsi que pour l'agrément des agences conseils en publicité et pour l'autorisation de reportages photographiques. Le texte
il énonce plutôt une sorte de généralisation qui ne permet pas de cibler avec précision la manière avec laquelle l'autorité publique entend spécifier le régime applicable à chacun des médias. Et considérant la loi organique du CESAC, cet arrêté devient d'autant anachronique qu'il ne prend pas en compte de manière particulière chacune des trois catégories qui sont déjà citées dans la loi. Et donc nous sommes là déjà en 2011. Cet arrêté a été plusieurs fois modifié et complété par des arrêtés qui ont été pris par des ministres, des arrêtés ministériels ou interministériels, entre 2009 et 2019. Je ne vais pas citer la panoplie d'arrêtés, mais il faut comprendre que ces arrêtés additionnels ont eu le mauvais effet de renforcer la pression administrative et financière sur les médias de proximité particulièrement, à travers leurs dispositions qui sont relatives, 1. aux modalités d'exploitation, 2. aux charges relatives à la programmation et à la radiodiffusion, aux charges relatives à la coproduction et aux droits d'auteur, aux charges relatives à la publicité et à l'acte d'engagement au respect du dit cahier des charges. L'ensemble de ces arrêtés, comme déjà l'arrêté de 96 lui-même, maintiennent les médias de proximité dans un régime administratif parafiscal et fiscal identique à celui des entreprises médiatiques privées, commerciales et même à celui de la radio-télévision publique, qui est aussi à vocation commerciale d'ailleurs, nonobstant son statut d'établissement public à caractère socio-culturel. En effet, la RTNC est dotée de la personnalité juridique et l'étabilité à générer des recettes sur base des services qu'elle fournit, et sur base même d'un tarif préétabli, ce qui n'est pas le cas pour les médias de proximité. Pour ce qui est des médias de proximité de manière particulière, l'arrêté de 2013, ça veut dire du 28 août 2013, portant fixation des taux de droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère des Médias, de relations avec le Parlement et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté depuis 2013, revoit plutôt les modalités de paiement et non pas le contenu des paiements lui-même. Il faut rappeler en fait qu'en 2020, le ministère de la Communication, enfin le ministère en charge des médias, vous allez voir que chaque fois le nom du ministère est en train de changer, et c'est pour cela que par rapport à cette fragilité d'appellation, nous proposons à ce que les réformes à intervenir dans ce cadre-là soient portées par une loi et non pas par un arrêté qui est de nature relativement fragile. Et si vous pouvez vous résumer? D'apparence, les dispositions de l'arrêté de 2019 diminuent le montant nominatif des taxes qui sont dues par les médias de proximité. Cependant, elles établissent une fréquence quinquennale de paiement de la taxe relative à l'exploitation d'une radio et d'une télévision de caractère communautaire, comme si la vie d'une radio communautaire, d'un média de proximité de manière générale, se limitait à 5 ans. Et donc, tous les 5 ans, la radio est censée payer comme si elle était recréée à nouveau les mêmes frais qui sont censés avoir été payés dès la création du média même. Et cet arrêté viole de manière constante un certain nombre de dispositions et des principes du droit, notamment le principe de la non-rétroactivité de la loi, qui veut que les lois ne disposent que pour l'avenir. Et l'application de cet arrêté crée malheureusement des discriminations, puisque les entreprises de presse ayant acquis leurs droits d'exploitation avant leur création sont obligées de payer, comme je le disais là tout de suite, tous les 5 ans, le droit de la rediffusion, de la diffusion. Alors, il faut dire aussi que cet arrêté viole le principe constitutionnel de l'égalité de traitement.
parce qu'il oblige les radios, les médias de proximité, qui ont déjà acquitté les taxes liées à leur création, de payer des frais supplémentaires et donc de générer au bénéfice de l'État et au désavantage des médias un trop perçu pour des médias qui sont déjà connus, très pauvres, particulièrement dans les milieux périurbains et ruraux. Et donc, loin de constituer une aide pour les radios associatives et communautaires, la publication de cet arrêté de 2019 met en danger l'équilibre financier de ces radios à long terme, puisque les droits, taxes et redevances spécifiques auxquels elles sont astreintes deviennent pour la plupart récurrentes. Oui, merci. Je vais donner un exemple pour terminer. Par exemple, la radio-télé Fraternité Buenamuntu de Mbujimaï, qui est détentrice de son récépissé de déclaration d'exploitation depuis 2004 et qui se voit toujours menacée par la DGRAD de se conformer à l'arrêté de 2019, l'obligeant ainsi à payer à nouveau le droit pour son exploitation, alors qu'elle existe déjà et elle a bien déjà le droit de fonctionner, d'exploiter, conformément à son récépissé obtenu depuis 2004. En termes de recommandations, je pense, et c'est là peut-être que nous devrions dire que le travail commence véritablement en termes de plaidoyer, il est important que nous considérions que non seulement l'arrêté de 96 portant le cahier de charges unique et tous les arrêtés qui sont intervenus ultérieurement sont devenus anachroniques, mais qu'il faut plutôt obtenir un régime clair sur le plan administratif et sur le plan fiscal, parafiscal aussi, dans le cadre d'une loi. Et nous avons l'avantage aujourd'hui d'être en présence d'un régime qui est assis sur des principes de bonne gouvernance, les médias étant de relais, des outils capables d'instaurer dans un pays la bonne gouvernance. Nous sommes là devant une opportunité que nous devons opposer à l'autorité qui se prévaut de ce principe afin de nous obtenir une loi qui tient compte de la spécificité des médias associatifs et communautaires, mais aussi des médias en ligne, en allégeant les charges fiscales, parafiscales qui pèsent sur eux et en augmentant la possibilité pour l'État d'apporter plus d'aide afin que ces médias, qui sont des médias de proximité, j'insiste sur le mot proximité, sont de nature à booster le développement depuis la base jusqu'au niveau national. Je vous remercie. Oui, merci Maître Charles. Il a relevé l'état de la réforme du cadre légal qui tarde à aboutir. Le processus a débuté depuis un certain temps, mais n'a pas encore abouti. Il a relevé l'état de la fiscalité. Les médias sont soumis à une pression fiscale qui ne leur permettent pas de pouvoir bien fonctionner. Et il y a une disproportion dans la fixation des taxes qui ne tiennent pas compte de leur réalité économique, de leur réalité sur le terrain. Donc, ils bénéficient d'un régime identique par rapport aux médias privés commerciaux et même aux médias publics. Aujourd'hui, les médias sont menacés d'existence. Il a relevé le fait que l'arrêté de 2019 vient demander aux médias qui existent déjà de pouvoir se conformer à cet arrêté. Ce qui est une absurdité parce qu'ils ont déjà un droit acquis. Ils détiennent déjà des documents de l'État, mais il y a les services percepteurs qui les demandent de pouvoir se conformer à un arrêté qui doit rétroagir ou bien qui doit agir, bousculer déjà ce qu'ils ont obtenu. Donc il y a les problèmes de... Ça pose un problème par rapport à l'égalité des traitements. S'il faudrait que l'arrêté même puisse agir pour l'avenir, quand si les autres auront un droit d'exploitation illimité et les autres auront un droit d'exploitation limité à 5 ans. Ça pose un problème.
En conclusion, il a relevé que tous les arrêtés, que ce soit sur le cahier des charges, que ce soit sur les droits, taxes et redevances, sont anachroniques. Et deuxièmement, il y a nécessité aujourd'hui d'obtenir un régime clair dans le cadre d'une loi. Il a relevé l'aspect de la pérennité de la loi, tandis que les arrêtés, on peut les modifier à tout bout de champ. Donc voilà un peu sur quoi consistait la communication de Maître Charles. Comme nous l'avons relevé dans la première partie, aujourd'hui se clôture la campagne sur les statuts juridiques et fiscaux aux radios associatives et communautaires. C'est une campagne qui a été faite en ligne. Elle a duré pratiquement un mois. Et aujourd'hui, c'est la fin de cette campagne. L'assistante administrative de la FRPC va nous faire un aperçu sur la campagne de plaidoyer en faveur des RAC. Peut-être les retombées, quelles sont les évolutions que cette campagne a pu enregistrer. Cette campagne a permis de nouvelles connexions, a permis de nouvelles idées, a permis de nouveaux cahiers de charges par rapport au plaidoyer. C'est le pasteur Jean-Claude Lumissa qui va s'atteler à nous faire un aperçu de la campagne de plaidoyer en faveur des RAC, radio associatives et communautaires, qu'on peut élargir au MAC. Merci. Merci, monsieur le modérateur. Merci à vous, messieurs et dames, pour votre présence en ces lieux, en cette journée commémorative de la Journée mondiale de la radio. Sous l'intitulé « Aperçu sur la campagne de plaidoyer en faveur des RAC, radio associatives et communautaires », nous avons la responsabilité, comme un véritable artiste, de peindre, on allait dire selon la technique du crayon à main levée, l'essentiel de ce qui aura été cette fastidieuse campagne pour des besoins et des causes que nous estimons très nobles. Nous nous proposons de présenter cet exposé sous 3 axes essentiels. D'abord, l'étape avant la campagne, et ensuite la campagne de mobilisation elle-même, et enfin, en 3e articulation, les étapes à venir. L'étape avant la campagne. Il était question déjà de marquer les esprits et de lancer le go en écrivant un moratoire. Et ce moratoire, fruit d'une réflexion longue de tout le réseau de la FRPC, a été alors mis en forme. De quoi s'agit-il donc au sujet de ce moratoire? Il me semble que ce moratoire a été un ras-le-bol, une manière pour les radios communautaires d'exprimer à haute voix et de façon publique, sinon dénoncer alors ce que ces radios qualifient d'injustice ou d'une absence de justice. Demandant alors à ceux qui en ont l'impérium de surseoir ou de geler la taxation de ces radios jusqu'à la promulgation de la loi de la presse. Chose faite, le dépôt de ce moratoire aura été effectué le 16 octobre 2020 auprès des ministères cibles, à savoir Communication et Médias, Pétentique, Finances et Budget, mettant ainsi en copie toutes les institutions de notre pays. Quel aura été l'impact alors de ce moratoire? On aura compris que la question des radios communautaires et de leurs problèmes réels était, hélas, ignorée de la plupart de personnes, tant parmi les décideurs que dans l'opinion publique. Ainsi donc, ces décideurs et opinion publique ont été sensibilisés, touchés de la question, parce que le message déjà de ce moratoire et même de cette activité de dépôt a été relayé à travers toutes les radios de la FRPC
avec un reportage de l'activité qui a été produit par le siège et relayé à travers 2 journaux parlés et des émissions au sujet de la problématique sur la taxation à travers toutes les 450 radios que compte la fédération. Parlons de la campagne, c'est la deuxième articulation. Quel a été, sinon, l'objectif de cette campagne? Autour de cette campagne, l'objectif essentiel était de mobiliser, de sensibiliser l'opinion publique pour que, alors une fois, cette opinion puisse avoir un regard attentif. Sinon, être conscient des problèmes réels que rencontrent ces radios, et pourtant, ces radios, comme on l'a entendu, jouent un rôle important, une mission sociale et rendent des services d'intérêt public. Il fallait mobiliser. Parce que le plaidoyer, finalement, c'est attirer vers la question essentielle plusieurs points de vue favorables afin de faire aboutir la démarche. Quelles ont été les modalités de faisabilité et moyens de sensibilisation? S'agissant des modalités de faisabilité, selon le CANEVA ou le protocole du départ, il était question que la FRPC puisse concevoir divers messages, produire des supports, notamment en 4 langues nationales et en français, produire une vidéo en français. Et ici, l'occasion pour nous, avant de continuer, de pouvoir plus ou moins visionner le spot vidéo qui a fait partie ou qui a été un instrument efficace surtout pour la campagne en ligne. Si la technique est prête, elle peut nous balancer la vidéo sur la sensibilisation et la mobilisation de l'opinion. À l'Assemblée nationale, les élus nationaux ont été invités à prendre part à la plénière des CGT. Ce n'est pas possible. Comment peuvent-ils faire ça? Quelle est la suite? Suite de quoi, madame? Comment ça? Tu ne suis pas les infos à la radio? Depuis quelque temps, ma radio ne me plus. J'ai vérifié et j'apprends que toutes les radios communautaires et associatives sont interdites de fonctionner à cause des taxes. Ah bon? Ils ont donc mis leurs menaces en pratique. Est-ce qu'ils se rendent compte de l'importance et du rôle que jouent ces radios dans nos communautés respectives? Et en plus, ce sont des ASBL, des associations sans but lucratif. Et ces radios rendent beaucoup de services dans notre milieu. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Nous sommes venus suivre les informations chez vous. Oh, désolé. Depuis un certain temps, les radios communautaires et associatives ne fonctionnent plus. Elles n'émettent plus. Tout ça à cause de taxes? À cause des taxes. Voilà pourquoi nous sollicitons un moratoire suspendant les paiements de ces taxes jusqu'à la promulgation de la nouvelle loi sur la presse. Loi qui prenne en compte, bien entendu, les réalités de ces médias. Voilà. Tous ensemble, pour un nouveau statut juridique et fiscal adapté aux radios associatives et communautaires. Ceci est un message de la FRPC avec le soutien financier de la coopération suédoise et la... Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà un support avec son alter ego audio qui a été plutôt le support, n'est-ce pas, de sensibilisation et de mobilisation de l'opinion. Mais il y a eu à côté, n'est-ce pas, de production ou la production des affiches. Les moyens de sensibilisation, vous ne vous en doutez, 157 radios sur 450, soit 35% des radios communautaires, implantées à travers toute la République, ont diffusé dans la langue vernaculaire du coin et en français les spots audio. Mais cela sans frais. Et il faut aussi ajouter le lot de 40 radios retenues dans le programme, soit au total 197 radios ont pris part à cette campagne. Il faut aussi ajouter
de radios à grande audience comme la radio onusienne et Top Congo qui, elles aussi, ont relayé ce message. Donc, point n'est besoin de dire que le succès par rapport à cette campagne, du moins à l'étape ou au niveau des radios, aura été épatant. Tant il est vrai que dans toutes les provinces, ce message a fait l'objet d'une synergie communicationnelle à l'allure d'un véritable matraquage. 4 médias en ligne ont pris en charge la diffusion de la vidéo que nous venons de suivre en français et bien sûr des affiches de la campagne, à savoir 7 sur 7.cd, zoomeco.com, actualité.cd et puis flashinfo.com. Il faut aussi noter le recours aux plateformes virtuelles de médias sociaux d'Internews et celle de la FRPC et de ses radios membres. Les contenus de la campagne, essentiellement tournant autour de ce message, mais avec des tournures que la FRPC a ainsi diversifiées tant sur les affiches, dans l'audio qu'au niveau de la vidéo. Merci. Je peux évaluer? Mais mon temps est parti, non, j'évalue un peu. Alors, évaluation des résultats, quel est l'impact? Je passe outre tout ce que nous avons dit, déjà par rapport au succès, il reste l'évaluation de médias de la campagne en ligne, mais il y a un cas que je qualifie ici, n'est-ce pas, d'étude de cas. À cause de cette campagne, par exemple, dans une radio à Kimpe, c'est la radio Bangou pour ne pas la citer, radio Bangou. Des agents, n'est-ce pas, de la DGRAD sont descendus, après avoir menacé justement la radio, ils sont descendus avec l'intention de recouvrer de force les frais. Et pendant qu'ils sont dans les installations de la radio, eh bien, le spot de la campagne est balancé. Et curieusement, attentifs qu'ils étaient, ils ont tellement suivi, ils ont compris la réalité, et puis je vous assure qu'ils étaient obligés d'arrêter la mission. Avec à l'esprit, non, allons d'abord faire rapport au chef, nous allons voir ce problème est vraiment très sérieux, on verra dans quelle mesure on va revenir prochainement. Ça, c'est un cas qui démontre vraiment que la campagne a touché l'objectif, mais surtout les côtés affectifs, tant des agents que de l'opinion et de la population. Et voici notre conclusion. Ce vaste travail, certes déjà fait, est en train de produire des fruits au niveau des médias associatifs et communautaires. Mais nous avons dit que ce n'est qu'une étape. La suivante, comme l'a dit Maître Charles, sera la plus cruciale. Aussi pensons-nous que pour arriver à la promulgation de la loi qui prenne en compte les réalités des radios associatives et communautaires, il y a certes un défi majeur. Il faut le relever. Difficile certes, mais pas insurmontable. Ici est d'investir dans la force de l'action et dans l'unité des médias, ensemble avec toute l'opinion et tous les partenaires, afin de puiser la sève transformatrice pour le mieux-être et la survie des radios associatives et communautaires. Je vous remercie. Merci. Il est 12h26. Le programme prévoyait qu'on termine à 12h30. Alors si on peut prendre 1-2 pour rester dans le temps. Comme on a pris la salle pour 10h30 à 12h30, il vaut mieux rester dans le terme de la convention. Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir 1-2 questions ou bien échanges? Comme ça, on va rester dans le temps. Parce que ça passe aussi en direct sur Sangomalamu. La radio, c'est le temps. Donc, on doit respecter pour ne pas abuser. Voilà. Y a-t-il des contributions, des questions peut-être via Facebook? Non, sur Facebook, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réactions. On peut avoir les statistiques, combien sont en ligne? Dans la salle? Six et 8. C'est un peu faible. Voilà. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de contributions. Je crois que la communication a été claire, que chacun a été touché par rapport à tout ce qui a été dit ici.
Comme nous avons dit que les journées internationales sont l'occasion pour nous, non pas seulement de célébrer, mais aussi d'évaluer les différentes actions. Et pour ce qui est de la radio, nous avons relevé la question des évolutions enregistrées. Sur le plan de la réforme légale, il n'y a pas d'évolution. Jusque-là, plutôt, il y a un recul par rapport à l'arrêté de 2019 qui vient limiter l'existence des radios à 5 ans. Pourtant, l'arrêté de 2017 qui fixait le droit d'exploitation pour une durée indéterminée. Donc il y a eu recul sur ce point-là. Sur le plan des cahiers des charges, on demeure toujours sous le régime des cahiers des charges uniques. On n'a pas de cahier des charges des radios à faible capacité ou à faible puissance. Des cahiers des charges des radios à haute capacité, non. On est dans un fourre-tout des radios et cahiers des charges uniques. Donc ça pose un problème par rapport à la puissance des émetteurs, au spectre des fréquences, tous ces problèmes-là. Donc la question pour nous, c'est de pouvoir travailler, peut-être sur le plan réglementaire, pour qu'on puisse réformer les arrêtés actuels, bien suspendre, revoir, mais aussi un nouveau champ, c'est le cahier des charges, travailler pour un cahier des charges spécifique pour les radios communautaires, qu'il faudrait proposer au ministère attitré pour qu'il puisse prendre un cahier des charges type pour les radios associatives et communautaires. Et pour la loi de 96, la session reprend le 15 mars. Je ne sais pas où en est la société civile par rapport aux préparatifs de la rentrée parlementaire. Donc on doit affûter les armes pour proposer quelque chose aux parlementaires pour que la réforme de la loi de 96, vieille aujourd'hui de 25 ans, soit effective. Donc sur ce, je ne sais pas si la fédération a un mot à dire pour terminer, parce que les 12h29, la fédération, c'est là un mot, sinon nous avons fini le programme. Merci, monsieur le modérateur. Les mots, c'est les remerciements. C'est de dire merci à tous ceux qui nous suivent en ligne et tous ceux qui sont avec nous dans cette salle. Le plus important, vous avez écouté, mais le plus important, j'allais dire, c'est de nous mettre au service. Certes, nous ne sommes pas tous des radios communautaires, mais nous sommes des médias. Peu importe la catégorie des médias, mais l'affaire nous intéresse tous. Puisque si cela nous amène à modifier la loi, ça ne sera pas une loi singulière, soit une loi qui ne parlerait que des radios communautaires. Ça sera une loi qui prendra en compte l'exercice de la presse en RDC. Voici l'intérêt pour nous tous de nous mettre ensemble pour mener ces combats afin que la presse en RDC soit quelque chose de plus important, de respectueux, et nous qui sommes participants, acteurs dans ce secteur, nous aurons aussi à retrouver notre dignité. Ainsi, je vous dis encore merci pour tout ce qui s'est passé ensemble tous. Merci, on peut acclamer. Je ne pas Bruno. Je ne connais pas Bruno, celui qui fait souvent. Pour continuer les échanges, peut-être vous voulez échanger en aparté. Alors cela va se faire autour d'un petit pot de verre, un rafraîchissement qui est prévu. Merci. Pourquoi vous ne prendrez pas le papa Louis? J'ai une voix tremblante, je ne suis pas encore totalement rétabli. Ouais. Prenez papa Louis.
Oli. Sois vieux au de la viette. Sois vieux au de la haie. Sois vieux au de la haie.